La première histoire sera celle de Cassandra. C'est une histoire qui s'est passée très récemment, au début du mois de juillet. Elle nous dit qu'elle a reçu un appel plutôt anodin, d'une entreprise de livraison FedEx. Si vous ne savez pas ce que c'est une entreprise qui permet de livrer des colis. Sauf qu'elle a reçu cet appel à une heure tardive, vers 22 h. La personne qu'elle a eue au bout du téléphone lui a demandé son nom et son adresse. C'est pas quelque chose qui a déjà surpris Cassandra à ce moment-là. Elle a donné les informations, mais avec le recul, elle se dit que normalement, si quelqu'un vient la livrer, il connaît déjà ces informations. De plus, elle n'attendait pas spécialement un colis. Donc l'idée qui lui vient en tête naturellement, c'est de se dire que peut-être un colis qu'on lui a envoyé ou qu'elle avait commandé avait été perdu et au bout d'un certain temps, il avait retrouvé son chemin et donc on souhaitait lui livrer. Dernier point assez alarmant, l'entreprise qui fait ces fameuses livraisons de colis, FedEx, ne livre pas après 20 h au Canada. Et au moment des faits, il est 22 h. Donc déjà, il y a plusieurs faits notables qu'on appelle des red flags, qui n'ont pas sur le moment mis la puce à l'oreille de Cassandra que quelque chose n'allait pas. Le temps a passé un petit peu, Cassandra a patienté qu'on lui livre le fameux colis en question, mais rien du tout. Elle reçoit donc un nouvel appel de la part du livreur qui l'informe qu'il n'arrive pas à trouver son adresse, qu'il est apparemment pas très loin, donc il lui demande de sortir et de l'attendre au coin de la rue. Cassandra en parle à son père, elle lui dit « Papa, je vais aller récupérer un colis », sauf que le père, lui, il n'est pas né de la dernière pluie. Lui, les red flags que Cassandra n'a pas forcément pris en compte, eh bien, ça l'alarme. Il se dit que c'est étrange, donc il dit « Cassandra, reste là, c'est moi qui vais y aller ». Il fait donc une petite patrouille autour de la maison et il ne voit rien. Cassandra est assez étonnée de la situation, donc elle décide d'accompagner son père pour sa deuxième patrouille qu'il effectue quelques minutes après être rentré à la maison. Encore une fois, rien du tout. Le père patiente encore un petit peu, il refait encore une patrouille après dans le quartier, et c'est au cours de cette fameuse troisième patrouille que là il remarque quelque chose. Il remarque un gros véhicule, un SUV qui est stationné au coin de la rue. Il va donc confronter les personnes à l'intérieur du véhicule. Il y avait deux hommes, âgés d'à peu près 20 ans de ce qu'il a pu faire comme description, et les deux hommes se sont défendus en disant qu'ils n'étaient pas les fameux livreurs en question, que eux ils étaient juste là de passage dans le quartier. Donc le père les a laissés tranquilles, il n'avait aucun moyen de vérifier que ces personnes disaient la vérité ou pas, donc il décide de rentrer à la maison et il a fait un quatrième tour après. Sauf que pendant ce fameux quatrième tour, le fameux SUV que le père avait remarqué n'était plus là. Est-ce qu'il était parti pour aller vaquer à d'autres occupations ou alors est-ce qu'il est parti parce qu'il s'est dit mince, on s'est fait avoir? Ça, on ne le sait pas. On arrive maintenant le lendemain. La première journée de tous les événements, c'était le 5 juillet, nous sommes maintenant le 6. Entre 18 et 23 h, Cassandra a entendu quelqu'un sonner à sa porte. Elle est allée voir, elle n'a pas ouvert, elle a directement regardé au travers du Judas et elle a vu qu'il y avait deux hommes, âgés d'environ 20 ans, qui l'appelaient par son prénom, comme s'ils la connaissaient, sauf que Cassandra en est sûre, ces deux individus, elle ne les connaissait pas. Ce soir-là, elle était seule chez elle, donc elle a décidé de prendre une bonne décision. Elle a décidé, trouvant la situation très étrange, de ne pas ouvrir. Et voyant qu'entre 18 h et 23 h, ils ont sonné plusieurs fois, inquiète, elle a décidé, au bout d'un moment, au bout de la troisième fois à peu près, d'appeler la police. La police a dit qu'il fallait les contacter si jamais les individus ressonnaient pour pouvoir les intercepter sur le fait. Pour vous expliquer rapidement comment ça s'est passé, les deux hommes ont sonné une fois, Cassandra est descendue, elle a vu qu'elle ne les connaissait pas, elle n'a pas ouvert, les deux hommes sont partis, il n'y a plus eu de bruit pendant un certain temps. À 19 h par exemple, les deux hommes sont revenus, Cassandra n'a pas ouvert, vers 20 h les hommes sont revenus de nouveau et c'est après cette troisième fois que là Cassandra a appelé la police. Mais les deux hommes étaient partis, donc pour la police inutile de venir sur place pour ne rien voir. Sauf que après cette fameuse troisième fois où ils ont sonné, les deux hommes n'ont plus ressonné de la soirée. On avance encore le lendemain, le 7 juillet. Cette journée-là, rien ne s'est passé. Personne n'a appelé pour dire qu'on voulait livrer un colis, personne n'a sonné à la porte, donc Cassandra se dit quelque chose qui la rassure, elle se dit que le pire est derrière elle et qu'elle n'entendra plus jamais parler des deux individus. Elle a fait sa petite vie, jusqu'au lendemain, le 8 juillet. Tout se passait à peu près comme la veille, tout était très calme, et c'est vers 23 h que la caméra de sécurité qui se trouve devant la porte d'entrée a émis une alerte. Cassandra a pris son téléphone, elle a ouvert la notification de son application et elle a vu, au travers de la caméra, qu'un homme avec un masque
rôdait autour de son domicile et prenait des photos. Elle ne sait pas si c'était des photos, des vidéos, mais quoi qu'il en soit, ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder la piscine. Je suis pas sûr de cette expression. Elle a appelé la police est venue. Ils ont pris le témoignage de Cassandra concernant les comportements étranges des personnes qui rôdent autour de sa maison. La police est ensuite repartie, Cassandra a continué de faire sa vie, elle n'a plus d'alerte sur son téléphone comme quoi quelqu'un rôde autour de sa maison. Par contre, alors qu'elle était sur le canapé tranquillement en train de regarder la télévision, assez tardivement dans la nuit, vers 3h du matin, elle a entendu un bruit. Un bruit qui venait de son balcon. Au début, elle se dit que c'est un bruit plutôt aléatoire, quelque chose qu'on peut oublier, peut-être un caillou qui est tombé là, peut-être le vent qui fait taper les branches sur le balcon, ce genre de choses. Mais c'est quand elle a entendu le même bruit une seconde fois que là elle s'est dit que peut-être quelque chose nécessitait une vérification. Elle s'est donc levée, elle s'est rendue vers son balcon et là, elle a fait face à la plus grande horreur de sa vie. Elle s'est retrouvée face à face avec un intrus. L'individu qui se trouvait devant chez elle, qui portait un masque et qui prenait des photos ou des vidéos, était maintenant devant elle, sur son balcon, prêt à rentrer dans la maison. Tout de suite, horrifiée, Cassandra a émis un cri de terreur. Et fort heureusement pour elle, à ce moment-là, elle n'était pas seule à son domicile. Il y avait toute sa famille. Donc évidemment, sa famille qui dormait est allée voir ce qu'il se passait très rapidement, notamment le père qui était assez aux aguets par rapport aux différents événements qui s'étaient passés précédemment. Mais l'individu, entendant le cri de terreur de Cassandra, a pris la fuite. La police a été appelée de nouveau, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Évidemment, cette nuit-là, ainsi que le lendemain, Cassandra n'a pas réussi à trouver le sommeil. D'une part, car elle avait eu très peur et elle n'arrêtait pas de penser à ce qu'il aurait pu se passer si jamais elle n'avait pas checké le balcon quand elle a entendu le bruit, ou s'il n'y avait pas sa famille chez elle à ce moment-là, elle pense que le pire aurait pu se produire. C'est là qu'on aurait pu penser que cette histoire se termine, mais il se trouve que la personne qui a partagé son histoire sur Reddit a ajouté un dernier détail, une dernière mise à jour. Non pas pour donner des nouvelles comme quoi l'intrus avait été retrouvé et qu'on avait démêlé tous les fils de cette histoire, pas du tout. Il y a eu encore une fois une escalade dans les événements. Ce qu'elle a dit sur Reddit quand elle a voulu faire une mise à jour, c'est que sa maison avait pris feu. Vous vous demandez sûrement mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Eh bien Cassandra nous explique que la police a été appelée évidemment. Tout de suite quand la maison était en feu, ils ont été appelés, ils ont enquêté, le feu a été éteint et ils ont remarqué que l'incendie avait été provoqué par des cocktails Molotov qui avaient été jetés dans la maison. C'est-à-dire que des individus à l'extérieur ont cassé les fenêtres et jeté des cocktails Molotov à l'intérieur de la maison. La police a suggéré à Cassandra et à sa famille de faire très attention et de se déconnecter de tous réseaux sociaux pour ne pas montrer où ils se trouvaient actuellement, le temps que la police puisse mettre le fin mot sur cette histoire. C'est cette fois-ci que le témoignage de Cassandra s'arrête. On a affaire à quelque chose d'assez incroyable, des personnes qui semblent en vouloir à Cassandra ou à sa famille, et pour quelle raison, on n'en a aucune idée. Cassandra explique que c'est quelqu'un qui est plutôt timide, introverti, qui n'a aucun ennemi, donc qui pourrait bien lui en vouloir. On peut se dire que peut-être des personnes s'attaquent à elle par erreur, ils en veuillent à quelqu'un d'autre, ils pensent que c'est là que vit leur cible alors que ce n'est pas le cas. On peut avoir évidemment plein d'autres théories. Je vous invite en commentaire à me dire quelles sont les vôtres. En tout cas, je suis heureux de savoir, et je pense que vous aussi, que Cassandra n'a rien eu, ainsi que sa famille. Elles n'ont pas été touchées par les dommages de l'incendie, ils n'étaient pas à la maison quand ça s'est produit, et on croise les doigts pour que cette affaire soit enfin tirée au clair. Maintenant, je vous laisse avec Chris pour la seconde histoire. Salut Aken, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Je suis ravi de pouvoir aussi présenter une histoire. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vais te parler de mon histoire. Tout d'abord, nous allons appeler la personne qui a partagé son témoignage sur Reddit, Lisa. Ce sera plus simple. Et ça s'est produit il y a à peu près quelques années, vers mi-novembre. Là, Lisa et sa mère aimaient passer du temps dehors pour prendre l'air ou simplement faire des promenades. Et une nuit, malgré le froid, Lisa et sa mère ont décidé de remettre le couvert et de sortir pour une balade nocturne. Bon, la balade s'est bien passée, Lisa avait mis une musique sur son téléphone pour l'accompagner, ainsi que sa mère, dans la noirceur de la nuit. Mais le froid se faisant de plus en plus ressentir, les deux femmes ont pris le chemin pour rentrer à la maison.
là, sur le trajet du retour, en empruntant une rue qu'elles avaient l'habitude d'emprunter, qui était une petite rue dans le quartier, qui menait à la rue principale, Lisa a entendu un chien aboyer. Elle l'a entendu si fort, si nettement, et d'ailleurs encore plus nettement que le bruit qui sortait de son téléphone. Là, surprise, Lisa éteint donc du coup son tel et la musique qui en sort pour être un peu plus à l'affût et mieux entendre les sons aux alentours, et notamment ce chien. D'ailleurs, pour le contexte, Lisa nous dit qu'elle connaît quasiment tous ceux qui habitent dans la rue qu'elle a empruntée. Donc elle sait clairement qui a un chien et qui ne l'a pas. Et là, elle en est sûre, le bruit venait d'une maison qui n'avait pas d'animal de compagnie, normalement. Donc, entendre l'aboiement d'un gros chien venant de cette direction, c'était techniquement pas possible, sauf s'il y avait des nouveaux voisins ou pas, mais voilà. Curieuse, Lisa s'est quand même retournée, et ce qu'elle a vu lui a glacé le sang. Là, dans la rue, il y avait une masse sombre, très imposante, derrière elle, à quelques mètres à peine. Et là, en quelques pas seulement, cet individu, parce que cette masse sombre ressemblait clairement à un individu, aurait pu l'attraper. Là, tout de suite, Lisa s'est sentie mal à l'aise. Ce qui n'est clairement pas étonnant, dans une ruelle et en pleine nuit. Donc, elle a rapidement marché vers sa mère, qui, elle, avait continué sa route. Là, dès qu'elle est arrivée à son niveau, elle lui a chuchoté qu'elle pensait être suivie. La mère de Lisa jette alors un coup d'œil discret et rapide à l'arrière, après quoi elle attrape le bras de Lisa pour lui faire presser le pas. Sauf que sa mère n'a pas vu exactement ce que notre amie avait remarqué quelques minutes plus tôt. Et ce qu'elle a vu, elle, c'était deux hommes qui marchaient juste derrière elle. Là, il y a deux situations possibles. Soit on a affaire à une pure coïncidence, donc deux hommes se promènent au même moment, au même endroit, soit elles sont bel et bien suivies. Et là, pour en avoir le cœur net, elles décident toutes les deux de ne pas rentrer directement chez elles, alors on ne sait jamais, mais de faire quelques détours. Alors, ce petit stratagème permet de savoir rapidement si elles sont suivies, justement. Et il se trouve que c'était bel et bien le cas. Les deux hommes étaient derrière elles, quoi qu'elles fassent, si elles tournaient, ils tournaient, etc. Et alors que du coup elles sont dans leurs pensées, à essayer de réfléchir comment elles pourraient les semer, une voix se met à percer le silence de la nuit. Puisque l'un des hommes, derrière elle, dit « Il est tard pour une balade ». Alors en entendant cette voix, Lisa ne la définit pas comme forcément sinistre ou effrayante, comme on pourrait s'y attendre, mais plutôt comme la voix d'une sirène. Vous savez, celle qui attire les marins pour les entraîner dans le fond. Voilà, elle avait un côté un peu doux, mais elle sentait clairement qu'il y avait un danger derrière ça. Et à ce moment-là, Lisa et sa mère se sont mises à répondre aux questions des deux hommes, mais de manière assez évasive, pour ne pas lancer une conversation. Et discrètement, Lisa a quand même montré à sa maman son téléphone et le numéro 911. Vraiment pour lui dire, attention, il y a vraiment un truc qui cloche. Là, à ce moment-là, sa mère lui dit qu'il vaut mieux appeler son père, qui pourrait être là bien plus rapidement. Et du coup, c'est en arrivant dans une rue plus rassurante, enfin, et avec quelques passants et un meilleur éclairage, que Lisa et sa mère check de nouvelles fois derrière elle pour voir à ce moment-là un peu plus nettement à quoi ressemblent ces deux individus bizarres qui les suivent. Et c'est à ce moment-là qu'elle constate que justement, ils ont accéléré le pas et qu'ils essayent de les rattraper. Là, à ce moment-là, Lisa et sa mère se mettent à courir le plus rapidement possible. Et finalement, elles réussissent enfin à retrouver le père de Lisa un peu plus loin dans la rue et à se mettre en sécurité à l'intérieur de la voiture familiale. Là, une fois le calme retrouvé, ils font ensemble un tour du quartier, mais ils constatent quand même que les deux hommes qui les ont suivis ont complètement disparu, comme si c'était volatilisé. Finalement, en rentrant à la maison, Lisa demande à sa mère si elle pense qu'elle se serait fait kidnapper si elle n'avait pas entendu le chien. Sauf que sa mère, elle n'a entendu aucun chien aboyer avant qu'elle voie les deux individus. Voilà, merci à toi Aken en tout cas de m'avoir invité sur ta chaîne. Vous pouvez évidemment aussi retrouver ma propre vidéo où Aken est intervenu pour nous parler d'une histoire très flippante qui s'était passée au Japon. Ça se passe sur ma propre chaîne YouTube, Conte fait con. Voilà, j'ai été ravi d'intervenir ici et je vous souhaite bonne nuit. Merci beaucoup Chris d'avoir partagé cette histoire et nous allons voir ensemble maintenant cette troisième et dernière histoire. Louise nous raconte que dans sa jeunesse, elle avait l'habitude de voyager à travers le monde et elle partageait ses expériences dans certains écrits. Elle avait l'habitude de voyager seule, de temps en temps elle avait quelqu'un qui l'accompagnait et c'était le cas au moment des événements qu'elle a souhaité partager. Elle nous dit qu'elle avait toujours eu envie de visiter Prague, ne l'ayant jamais fait. Elle avait déjà visité d'autres villes à l'étranger auparavant, avant d'aller à Prague, et elle a donc décidé, pour clôturer son voyage autour du monde, de passer par Prague. La personne qui l'accompagnait, elle, a décidé de rentrer à la maison, avait déjà visité Prague, donc ça ne l'intéressait pas. Donc, à la dernière minute, Louise s'est dit « Je prends mes affaires et je pars pour Prague ». Une fois arrivée sur place, Louise s'est rendue directement à l'office de tourisme
pour demander où elle pourrait loger pour pas trop cher et dans un lieu si possible qui se trouve proche du centre-ville. On lui donne donc une adresse et Louise s'y rend. Une fois arrivée à l'hôtel, elle se rend compte qu'en fait on ne lui a pas indiqué un hôtel mais une auberge de jeunesse. Elle ne s'attendait pas forcément à ça, mais c'était totalement ok pour elle. L'emplacement était idéal, vraiment proche du centre-ville, donc ça correspondait à ce qu'elle avait demandé, mais l'auberge de jeunesse, eh bien, était un petit peu délabrée. Non pas que c'était en ruine, mais il y avait des lumières qui étaient manquantes, des ampoules brisées, c'était pas forcément très accueillant, mais à cette époque-là, Louise était un peu quelqu'un d'aventurière, donc ça ne lui posait pas de problème. Elle préférait se consacrer à visiter plutôt qu'à rester dans le logement. Donc qu'il y ait des ampoules qui soient manquantes ou qui soient brisées alors qu'elle ne compte que dormir dans l'auberge, c'était pas un problème. Tout était donc sombre, sauf le hall d'entrée. Il y avait une odeur bizarre, comme si il y avait énormément de poussière dans les lieux. Elle s'est enregistrée à la réception et on lui a proposé du coup une place pour un prix vraiment pas cher du tout, 12 $ la nuit. Louise se rend donc au niveau des chambres et c'était pas une auberge de jeunesse qui proposait des chambres du type dortoir. Ça faisait un petit peu hôtel, mais la seule différence avec un hôtel classique en fait, c'est qu'elle pouvait avoir quelqu'un qui était dans la même chambre qu'elle. Et c'était le cas. En rentrant dans sa chambre, qui était au bout du couloir, elle s'est rendue compte que il y avait quelqu'un qui vivait avec elle. Elle ne l'a pas vu, mais de ce qu'elle a pu voir, des affaires qui étaient présentes dans la chambre, elle suppose que la personne était une femme, car il y avait une valise avec une robe soigneusement pliée sur une chaise à côté d'un des lits, il y avait du maquillage, des magazines en allemand, et ne voyant pas cette fameuse colocataire, Louise s'est dit qu'elle était probablement partie pour aller faire elle-même de la visite. Louise pose ses affaires et elle s'en va pour visiter. Elle passe un excellent moment, elle visite Prague dans tous les recoins, elle trouve que c'est une ville magnifique et elle décide donc même d'acheter des souvenirs pour sa mère et pour elle-même. C'est vers 18 h qu'elle retourne dans sa chambre, elle voulait poser ses affaires, ce qu'elle avait acheté, prendre une douche et se changer. Elle a donc fait tout cela et elle s'est rendue compte que les affaires de la colocataire, n'avaient pas bougé d'1 centimètre. Elle suppose donc que pendant tout le temps de son absence, la colocataire n'est pas revenue. Louise s'en fiche un petit peu, elle va se doucher, se préparer et après elle décide de ressortir pour aller dans un petit bar. Un petit bar dans le centre-ville de Prague et sur place, elle entend des histoires un petit peu d'horreur sur des personnes qui disparaissent, ce genre de choses. Des petites histoires un petit peu qui font partie du folklore. En tout cas des histoires qui amusent beaucoup Louise, mais elle ne prend pas du tout cela au sérieux. C'est vers minuit qu'elle retourne à l'auberge de jeunesse et encore une fois, en rentrant dans sa chambre, Louise est un peu surprise de toujours pas trouver sa colocataire. Donc une idée lui vient en tête, elle se dit que peut-être sa colocataire est partie en road trip, en voyage, en périphérie de Prague et qu'elle dort soit dans un autre hôtel ou peut-être même chez quelqu'un qu'elle a rencontré, mais qu'en tout cas elle ne compte pas passer la nuit à l'auberge, elle a juste déposé ses affaires et ensuite elle est partie faire autre chose et peut-être que l'hôtel, elle y retournera bien plus tard. Donc toute cette situation surprend un petit peu Louise, mais ça ne l'inquiète pas plus que ça. Elle ne se pose pas beaucoup de questions par rapport à tout cela pour l'instant. Louise décide donc d'aller prendre une douche avant de se coucher et les douches ne se trouvent pas dans la chambre. Ce sont des douches communes donc il faut en sortir. Sauf que, en revenant de sa dernière douche, elle se rend compte que certaines choses dans la chambre ont changé de place par rapport au moment juste avant où elle s'est dit qu'elle allait prendre une douche avant de dormir. Le lit de la colocataire était fait alors qu'il était dérangé avant qu'elle aille à la douche. Les livres n'étaient plus sur le lit mais sur la table de chevet et la fameuse robe qui était sur le siège à côté du lit avait disparu. Mais le plus étrange, c'est que sur le lit de Louise se trouvait maintenant une chemise de nuit. Louise s'est dit en voyant tout cela que la colocataire pensait peut-être être toute seule et qu'elle était revenue, mais ce que Louise ne comprend pas c'est que ses affaires à elle sont clairement visibles. Elles sont à côté du lit, il y a ses achats, sa valise, etc. Donc on ne peut pas se dire qu'on est seul. On comprend immédiatement qu'il y a 2 personnes dans la chambre. Et ça c'est quelque chose que Louise n'arrive pas à comprendre. Pourquoi elle aurait fait ça sachant que ça se voit? Louise décide de faire comme si de rien n'était, elle déplace la chemise de nuit sur le lit de la colocataire et ensuite elle s'installe sur un petit bureau dans la chambre pour écrire justement ce qu'elle a vu dans son journal. Elle s'attendait à voir la colocataire revenir sous peu, elle s'est dit que peut-être elle était partie prendre sa douche, sauf que 1 heure est passée et rien. La colocataire n'est pas revenue, donc Louise ne sait pas si elle va revenir dans la nuit ou pas. Elle se dit que cette colocataire fait sûrement sa vie, donc pour elle c'est l'heure d'aller se coucher, mais juste avant elle décide d'aller faire un petit pipi avant de plonger dans les bras de Morphée. Mais là, en sortant dans le couloir, quelque chose lui donne des frissons, quelque chose
n'est pas habituel. Normalement, il y avait une sorte de bruit de fond, il y avait un peu de musique, on entendait des gens parler, on entendait des choses, mais là, rien. Il y avait un silence de mort et la seule chose qu'entendait Louise, c'était ces bruits de pas. Selon ce qu'elle nous dit, c'était encore plus silencieux qu'une église. Elle commence à sentir une sensation d'oppression. Elle savait qu'il n'y avait personne derrière elle, mais elle regardait constamment derrière son épaule. Donc rapidement, Louise va aux toilettes et retourne dans sa chambre. Une fois entrée dans celle-ci, elle a un sentiment de soulagement, elle se sent un peu plus en sécurité. Elle a retrouvé la chambre comme elle l'avait laissée, à une exception près. La fameuse chemise de nuit qu'elle avait décalée était revenue et était posée soigneusement sur son propre lit. Encore une fois, cette situation a interloqué Louise, mais là, elle est vraiment épuisée. Donc elle décale de nouveau la chemise de nuit et elle va dans son lit. Juste par sécurité, elle laisse une lampe allumée. Louise était en train de tomber dans un sommeil profond quand quelque chose l'a réveillée. Elle a entendu le bruit de la porte de sa chambre qui s'ouvrait. Doucement, Louise a ouvert les yeux et elle ne voyait rien. Non pas qu'il n'y avait rien du tout, mais la pièce était dans la pénombre la plus complète. La lampe qu'elle avait laissée allumée était éteinte. La seule chose qu'elle voyait, c'était quelque chose qui se trouvait au niveau de la porte. Elle a vu une silhouette, éclairée légèrement par la lumière du couloir qui se trouvait derrière, et elle en est sûre, cette silhouette était un homme. Et cet homme a dit « Je ne voulais pas, tu dois m'aider ». Totalement embrouillée, Louise s'est assise, elle a frotté ses yeux et elle s'est tournée pour allumer la lampe qu'elle avait normalement laissée allumée. Mais dès que la lumière était allumée, l'homme avait disparu et la porte de la chambre était fermée. Rapidement, Louise a sauté du lit, elle s'est précipitée vers la porte et ce qui l'a surprise, c'est que la porte était fermée à clé. Donc comment cet homme aurait-il pu rentrer? Elle a déverrouillé la porte, elle l'a ouverte pour regarder dans le couloir, mais il n'y avait personne. Totalement effrayée de ce qu'elle venait de vivre, Louise a patienté jusqu'à 7h du matin à s'endormir et a décidé ensuite de partir. Elle devait rester 2 nuits de plus, mais pour elle, c'en était déjà trop. À 7h du matin, elle a pris ses affaires et elle s'est rendue à la réception pour faire son check-out. Alors qu'elle faisait toutes les démarches pour partir, elle a dit au réceptionniste, âgé d'une 20aine d'années, que sa colocataire n'était pas revenue de la nuit et que du coup elle était un petit peu inquiète. Le réceptionniste a demandé dans quelle chambre se trouvait Louise et il a été très surpris quand il a appris où elle se trouvait. Il a dit que la chambre était vide depuis 3 semaines, qu'elle avait été nettoyée depuis et que dans tout le bâtiment, il n'y a que 6 personnes. Louise est ensuite partie et elle est rentrée chez elle sans comprendre ce qu'elle avait vécu. Elle nous dit que depuis, l'auberge de jeunesse dans laquelle elle était allée a été rénovée et était devenue un hôtel de luxe. C'est là que son témoignage s'arrête. C'est un témoignage très perturbant parce qu'on ne sait pas vraiment si Louise a vraiment vu quelqu'un fait de chair et de sang, ce serait possible, ou alors si elle a assisté à quelque chose de paranormal. Il y a eu dans les commentaires du témoignage Reddit des personnes qui penchent plutôt sur quelque chose de paranormal. Ces personnes pensent qu'en fait, l'individu que Louise a vu aurait assassiné la colocataire et que la colocataire essayait de se manifester en faisant bouger la fameuse chemise de nuit. Quoi qu'il en soit, c'est très mystérieux. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quelles sont vos théories, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous pensez de cette histoire. Et voilà les... Cette première histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Cara. Cara nous dit que son histoire s'est passée il y a à peu près 2 ans, elle était âgée de 19 ans et elle venait de déménager. Elle est passée d'un appartement d'étudiant à un appartement plus grand, en colocation, avec 6 personnes. La nuit, juste après l'emménagement, il n'y avait pas tout le monde dans l'appartement, il y avait seulement Cara, une de ses amies avec qui elle est très proche, qui a aussi emménagé dans l'appartement, qui s'appelle Lucie. Et en plus de ça, avec ces 2 filles, il y avait le petit ami de Cara qui s'appelle Alec. Il n'y avait que ces 3 personnes dans l'appartement parce que tous les autres étaient encore en vacances et ils n'avaient pas encore emménagé dans les lieux. Lucie, elle, se trouvait dans sa chambre. Cara, elle, était avec son petit ami Alec dans le lit en train de regarder un film de kung-fu. Pour donner un petit peu de contexte, l'appartement se trouvait au rez-de-chaussée. Donc on peut voir ce qu'il se passe à l'extérieur, la vie qu'il y a, les passants, les voitures qui passent. En tout cas en journée. Et Cara nous dit que alors qu'elle était en train de regarder son film tranquillement avec son petit ami, ensemble, ils ont vu quelqu'un, vraiment de très imposant, marcher devant leur fenêtre. Sauf que cet homme ne fait pas que juste passer, il passe plusieurs fois. Et à chaque fois, il regarde à l'intérieur de l'appartement, au travers de la fenêtre.
Généralement, c'est quelque chose qui arrive. Je sais pas si vous-même vous avez ce réflexe, mais personnellement, alors à Paris il n'y a pas forcément ça, mais quand je vivais dans d'autres villes et qu'il y avait des logements qui se trouvaient au rez-de-chaussée, quand tu passes à côté et que tu vois que la fenêtre est ouverte, généralement, mon regard, en tout cas c'était mon cas, était attiré par ce qu'il y avait à l'intérieur. Je jetais un petit coup d'œil, mais je faisais pas des allers-retours pour regarder ce qu'il y avait. C'est un peu le même principe, je pense, que quand il y a une lumière en face de chez nous, automatiquement notre regard est attiré. En plus de nuit, ça se remarque beaucoup plus. Mais voilà, on a juste un regard furtif vers ce qui attire notre attention. Là, cet homme passe vraiment plusieurs fois comme si vraiment son intention c'était de regarder vraiment ce qu'il y avait dans l'appartement. Kara dit à son petit ami ce qu'elle a vu, son petit ami a également vu la scène, donc ensemble ils décident d'aller vérifier que les portes sont bien verrouillées et que les fenêtres aussi. Tout est fermé, donc tout va bien, le couple retourne dans le lit et l'homme n'est plus là, il ne passe plus devant la fenêtre, donc 20 minutes s'écoulent où il ne se passe absolument rien. Et c'est là que Lucie débarque à toute allure dans la chambre de Kara. Elle lui dit « Kara, il y a un homme dans la maison ». On peut se dire que c'est impossible sachant que le couple a vérifié que tout était fermé. Eh bien peut-être que ce n'était pas la vérité. Rappelez-vous, tout le monde est nouveau dans le logement donc ils n'ont pas forcément tous les réflexes et il se trouve qu'ils ont oublié de verrouiller une porte. Kara panique, elle tremble, elle dit mais qu'est-ce que tu veux dire par il y a un homme dans la maison? Alec le petit ami n'est pas serein du tout également, donc Lucie et Kara vont dans le couloir pour essayer de voir où se trouve cet homme afin de s'en éloigner un maximum, sauf que pas de chance, dès qu'elle met le pied dans le couloir, elle tombe sur lui, qui attend là, sans bouger et dans la pénombre de la pièce. Avec une voix tremblante, les deux jeunes femmes demandent ce que cet homme fait ici et sans rien dire, l'homme montre son téléphone. Sur ce téléphone, il y a un message venant d'un numéro qui n'est pas enregistré et le message en fait, c'est simplement l'adresse du domicile. Mais c'est pas tout. Il y a également écrit quelque chose à propos des personnes qui vivent dans ce fameux domicile. Et là, l'homme va dire quelque chose. Il va dire que sa petite amie vit dans l'appartement et qu'il la cherche. Évidemment, les deux jeunes filles disent que non, elle ne vit pas là. Et l'homme répond juste « Ok ». L'homme ne semble pas choqué forcément de la réponse des deux jeunes filles. Il pourrait l'être, sachant que l'information qu'il avait était mauvaise. Mais la seule chose qu'il fait, c'est qu'il appelle un numéro. Il dit qu'il appelle sa petite amie, sauf que il met le volume du téléphone très bas pour pas qu'on entende, mais les deux jeunes filles, vu qu'il y avait vraiment un silence dans l'appartement, elles arrivent quand même à entendre ce qu'il se dit. Et ce qu'elles remarquent, c'est que l'homme ne parle pas à sa petite amie, il n'y a pas une voix de femme à l'autre bout du fil, il y a une voix d'homme. Là, les deux jeunes filles décident de prendre un peu les choses en main, elles disent à l'homme de clairement s'en aller. Sa petite amie n'est pas là, qu'il monte ou qu'il monte pas, donc il n'a rien à faire ici. L'homme sort de l'appartement, les deux jeunes filles verrouillent la porte qui avait été laissée déverrouillée de base, et elles entendent que de l'autre côté de la porte, l'homme est toujours au téléphone. Sauf que là, il y a maintenant une certaine distance, il y a également la porte qui bloque le son, donc elles arrivent à entendre que l'homme parle, mais elles n'arrivent pas à comprendre vraiment ce qu'il dit. Les deux jeunes femmes retournent dans la chambre où patientait Alec, et étant assez paniquées, elles lui demandent de dire à l'homme de s'en aller. Alec y va, il sort de l'appartement, il dit à l'homme de partir parce qu'il n'a rien à faire ici. L'homme dit qu'il s'en va, que son taxi est là. Sauf que par la fenêtre, les deux jeunes filles observent l'homme s'en aller et il va dans une rue qui est piétonne où aucune voiture ne peut aller. Donc elles se disent que l'homme en fait n'avait aucun taxi qui l'attendait et que toute l'histoire qu'il a racontée était probablement fausse. Le lendemain, Lucie et Kara sont allés voir leurs voisins qui se situent à l'appartement du dessus. Ce sont des personnes qu'ils ont rapidement rencontrées quand ils ont emménagé dans l'appartement et les deux jeunes filles ont donc raconté à ses voisins ce qui leur était arrivé. Et elles ont été très surprises d'apprendre que la situation qu'elles ont vécue, les voisins, ceux du dessus, l'ont vécue également. Effectivement, une nuit, le même homme est rentré chez eux. Sauf que l'homme du couple là, qui est un homme qui peut être assez sanguin, a menacé l'individu avec un couteau. Et ce qui est surprenant, c'est que quand l'homme s'est introduit chez ses fameux voisins, il avait sorti la même excuse, l'excuse de la petite amie. Après la menace au couteau, l'homme n'est plus jamais revenu chez les voisins, ce qui n'est pas le cas de Lucie et Kara. Effectivement, pendant les 2 semaines qui ont suivi, plusieurs fois, elles ont remarqué que l'homme revenait, rôdait toujours devant la fenêtre et regardait ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison. Kara est persuadée que cet homme a essayé de nouveau de rentrer
dans le domicile, mais cette fois-ci elle n'a pas fait la même erreur que la première fois où l'homme s'est introduit chez elle. Elle pense toujours à verrouiller les issues, y compris l'issue qu'elle avait oubliée la première fois. C'est là que son témoignage s'arrête. Alors je pense personnellement, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi ou à l'inverse vous serez d'accord avec ce que je pense, que cet homme était un cambrioleur et qu'il utilisait l'excuse de ma petite amie vit ici si jamais il était amené à se faire prendre. Le fait de regarder au travers de la fenêtre, c'est simplement pour voir s'il y a quelqu'un dans la maison ou voir qui est dans la maison. Certainement que s'il n'y avait qu'une femme dans la maison, il se dirait qu'il n'y a pas de danger pour lui et il s'y introduirait. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est simplement quelqu'un qui est fou et qui a cette pensée à chaque fois que sa petite amie vit là, alors que ce n'est pas le cas et il se fait ce scénario-là en boucle dans sa tête. Ou alors on a affaire à quelqu'un qui a des intentions bien pires qu'on ne connaît pas, heureusement, et qu'on ne souhaite jamais connaître. Merci beaucoup Haken de m'avoir introduit dans cette petite vidéo sympathique. J'espère que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va vous plaire. Merci beaucoup à vous-même de vous suivre, de me suivre et de suivre Haken. Voilà, je pense qu'il y a des abonnés qui sont à WAM parmi vous, enfin qui regardent, je veux dire, Haken et WAM, donc ça fait trop plaisir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est personnellement arrivée, une histoire horrifique que j'ai vécue il y a quelques années de ça, quand j'étais en seconde au lycée. L'histoire, elle commence un jour. Pour vous contextualiser un petit peu le début de mon histoire, il faut savoir qu'à l'époque où je vis celle-ci, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans et je prends régulièrement le train et le métro. C'est vraiment le moyen de transport que je prends le plus pendant cette année. Et vous allez voir que ce moyen de transport-là, eh ben, il aura un lien pour la suite de l'histoire. Un jour, je vais tranquillement au lycée, comme pratiquement tous les matins. Je prends le train, j'arrive à Toulouse, car oui j'habite à Toulouse. J'arrive à la gare, tout se passe bien, je prends le métro, je vais en cours, ma journée se passe très bien, je rigole avec mes potes. Enfin bref, une journée vraiment classique. Puis le soir, je rentre chez moi, donc je fais le chemin inverse, je prends le métro et j'arrive à la gare pour prendre mon train. Sauf que là, mon train, ce jour-là, il avait du retard. Et j'avais une énorme envie de faire pipi. Comme la plupart des personnes qui ont envie. Pas forcément obligé de dire ça, bref. Mais je rencontre un problème, je n'ai pas d'argent. Et il faut savoir que en fait, les toilettes sont payantes à la gare. Il me fallait 70 centimes, je n'avais même pas de quoi me payer un bonbon de Dragibus, un seul. Vous imaginez, donc j'avais vraiment même pas 10 centimes. Bref, du coup, je ne peux pas faire mes besoins dans la gare, donc je vais être obligé de les faire à l'extérieur de la gare, dans une petite ruelle sombre, chose qu'il ne faut pas faire, pour éviter finalement de vous faire agresser. Ce que j'ai quand même fait. J'ai décidé de m'écouter, ce que je n'aurais pas du tout dû, et j'ai vécu un événement qui m'a pas mal traumatisé. Et je vais vous le raconter du coup maintenant. J'arrive tout simplement dans cette ruelle sombre pour finalement faire mes besoins, faire mon petit pipi. Et là, derrière moi, au bout de quelques minutes, j'entends quelqu'un marcher. Bon, je me dis ok, c'est un gars qui passe dans la rue, peut-être qu'il habite en haut dans un immeuble, je me dis rien de fou. Mais par gêne quand même, je commence à me rhabiller et je dis vous, je n'ai même pas le temps, bon c'est dégueulasse, de m'essuyer. J'avais le seum à ce moment-là. Je remonte du coup mon pantalon et je trace ma route. Sauf que là, je vois devant moi qu'il y a une personne qui ne m'a l'air pas du tout normale. Pour la simple et bonne raison qu'il parle tout seul et qu'il marche très bizarrement. La personne, j'avais l'impression qu'elle était bourrée ou qu'elle avait consommé énormément de drogue, qu'on se le dise. Donc là, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je me barre en courant, soit je fais comme si de rien n'était et je trace ma route de manière très calme. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je n'aurais pas du tout faire. Et vous allez comprendre pourquoi. Je commence tranquillement à marcher et sortir du coup de la rue. Sauf que là, la personne qui se trouvait devant moi, eh bien, va commencer à m'arrêter, à mettre son bras devant moi, comme dans les films, et il va me parler en russe et en arabe, et en fait en plusieurs langues. Je ne sais pas en fait dans quelle langue il m'a parlé, mais il m'a dit en mode non, non, tu ne passes pas. Il m'a fait un signe de la main en mode non, tu passeras pas, en mettant son bras devant moi. Là, je vous avoue, j'ai un peu paniqué, et j'ai dit que j'avais rien. Je pensais au début qu'il voulait de l'argent, et j'ai dit non, monsieur, désolé, j'ai rien pour vous, vraiment, j'ai juste envie d'entrer chez moi, quoi. Et là, ce qu'il fait est tout simplement terrifiant, car il me montre avec son doigt son bras, et il sort de la manche de son bras un stylet. Un stylet, c'est quoi? C'est un mini couteau. Et donc là, je panique très clairement, et je lui dis non, désolé, j'ai rien, et je commence à littéralement partir en courant. Je m'évade, j'ai très peur à ce moment-là, je tape le plus gros sprint de ma vie, et je vais entendre en même temps de courir le gars me crier dessus dans des langues complètement incompréhensibles. Enfin, du moins, j'ai pas trop compris dans quelle langue il parlait, c'était indiscernable. Mais finalement, j'ai réussi à m'évader, et dites-vous que j'aurais pu du coup me faire tuer à la gare, et personne ne l'aurait su. On aurait peut-être retrouvé mon corps quelques temps plus tard, mais dites-vous, voilà, en gros, j'ai réussi à échapper à une tentative de meurtre, tout simplement. J'en suis très fier, ça a été quelque chose de très traumatisant. Après dans le train, je vous avoue que j'ai quand même pas mal cogité. Je l'ai dit à mes parents, ils étaient complètement sous le choc. Et la morale de cette histoire du coup, c'est de ne surtout pas
finalement, eh bien, aller pisser à côté des gares, dans des ruelles très sombres, inaccessibles, où personne ne peut vous retrouver, accessoirement. Merci beaucoup de m'avoir écouté les amis, c'était très court, mais j'espère que ça vous aura fait kiffer. Merci à Ken du coup de m'avoir donné ce temps de parole là, c'était très cool, j'ai aimé de fou vous raconter cette histoire là. J'espère qu'on organisera des trucs plus tard avec lui, avec beaucoup de youtubeurs ça d'horreur, pour voilà qu'on partage des histoires flippantes avec vous. On se retrouve très bientôt du coup nous pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Haken ou la mienne. Gros bisous à vous et abonnez-vous et likez de suite, faites-le s'il vous plaît, ça fait très plaisir. Salut Haken et merci de me laisser venir raconter une histoire qui est arrivée à nul autre que moi-même et que je n'ai jamais racontée à personne. Cette histoire se passe il y a quelques années alors que je vis chez ma grand-mère. Une histoire pour laquelle j'aurais besoin de vous pour me dire si je suis possédé ou non. Pour vous poser le contexte, j'ai environ 13-14 ans au moment de l'histoire et mon père vit chez ma grand-mère pour s'occuper d'elle car elle a Alzheimer. Sa maison se trouve au milieu de nulle part. Il n'y a qu'un voisin à environ 200 ou 300 mètres de là. C'est une vieille maison, bien entretenue, mais qui ressemble vraiment à une maison de grand-mère, si je puis dire. Et puis, c'est pas très étonnant, vu que c'est la maison d'une grand-mère. La maison est sur 2 étages. En haut, il y a 2 chambres, une salle de bain, une cuisine et un salon salle à manger. Et en bas, là où je dors et où se déroule la plupart de l'histoire, il y a une salle de bain, une porte qui mène au garage et 2 chambres, dont une où il y a des anciens portraits de famille. Vous voyez le délire, un peu film d'horreur quoi. Évidemment, c'est dans celle-ci que je passe mes nuits. Sinon, ça serait pas marrant. Bon, maintenant que vous visualisez un peu, on passe aux choses sérieuses. À cette époque, comme je suis jeune et que j'adore les jeux vidéo, je passe mon temps à jouer à World of Warcraft. Et quand je suis là-bas avec mon père, on joue ensemble. Mais ce jour-là, j'avais ramené un ami à moi pour que nous passions quelques jours là-bas, et c'est lui et mon père qui vont être témoins de certaines choses que je qualifierais de plutôt étranges. Le soir venu donc, on part se coucher et pour vous donner un dernier détail important que vous comprendrez après, les murs de la chambre où je dors avec mon ami sont en tapisserie faite de plein de petits morceaux. Je sais pas si vous visualisez mais en gros je peux clairement enlever plein de petits bouts de tapisserie en grattant le mur. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le nom de ces tapisseries, si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. Bref, donc on part se coucher et on rigole pas mal. On se raconte des trucs d'horreur parce qu'on aime bien ça déjà à cette époque et finalement on finit par s'endormir et c'est là que ça commence à être étrange. Pendant la nuit, on est témoin de rien, mais le lendemain on se réveille et on trouve plein de petits bouts de tapisserie sur et autour du lit, et de mon côté particulièrement. Petite précision encore, je dors du côté où le lit est collé au mur. On rigole, on se dit que j'ai sûrement gratté la tapisserie en dormant, mais sans trop y croire, et on continue de plaisanter en se disant que je suis sûrement possédé, ou alors que c'est un des démons dans les tableaux qui gratte les murs. Excellente blague, je vous l'accorde. Après ça, la journée se passe et on arrive maintenant à la 2e nuit. On reparle de la tapisserie en rigolant et on s'endort. La nuit se déroule normalement pour moi, enfin c'est ce que je crois, car je suis réveillé par mon pote à côté de moi qui me dit d'une voix un peu tremblante « T'es réveillé? Tu me fais une blague ou tu grattes le mur là ?» Moi, j'ouvre à peine les yeux et le temps que je réalise, je me rends compte que ma main est véritablement en train de gratter le mur de manière assez... comment dire... déterminée. J'ai des petits bouts de tapisserie tout autour de moi et même sur les mains. Mon pote me regarde et sourit en pensant que je lui fais une blague, mais moi, je ne comprends pas trop. Je souris aussi, je me tourne et me rendors rapidement. Sur le moment, j'avoue que j'étais tellement fatigué que je n'ai pas réalisé. Le lendemain, on en parle et lui et moi, on en rigole encore, en disant que j'étais sûrement possédé pendant la nuit. On aime bien rigoler là-dessus, et pourtant, c'est l'un des trucs qui me fait le plus flipper. Je ne sais pas si ça existe, mais si c'est le cas, je trouve que particulièrement les cas de possession, c'est vraiment effrayant. Bref, en gros, on essaie comme tout le monde de dédramatiser ce qui nous fait peur. On en parle rapidement à mon père qui me dit que j'ai toujours eu besoin de faire quelque chose avec mes mains. Je suis de ces personnes qui tripotent toujours un truc, que je sois en train de m'ennuyer ou non. Et donc, peut-être que je fais pareil la nuit. Ça ne m'est jamais arrivé ailleurs, mais bon, peut-être que c'est ça. Nouvelle soirée, nouvelle nuit, et là, c'est la nuit où mon pote va le plus flipper. De ce qu'il m'a raconté, j'étais encore en train de gratter le mur, ce qui l'a réveillé, et apparemment, quand il m'a appelé pour savoir si je dormais, je me suis arrêté, puis retourné tout doucement vers lui, avec les yeux ouverts. Un vrai film d'horreur, oui, où c'est moi qui fais flipper. Super rassurant, je vous rappelle que moi je vis avec moi, donc j'ai pas envie de faire ce genre de choses en fait. Donc après ce move hyper flippant, je serais resté à le fixer comme ça, pendant plusieurs secondes, toujours les yeux ouverts et vides selon lui. Jusqu'à ce que je fasse le même mouvement dans l'autre sens et que je me retrouve dos à lui. De ce qu'il m'a dit, comme il me connaissait bien, il n'a pas eu peur que je lui fasse du mal. Ça aurait été moi à sa place ? Je l'aurais tarté même si c'est mon pote et que je le connais bien, ou je me serais barré en courant et j'aurais dormi dans la salle de bain plutôt qu'avec lui. Clairement. Le lendemain donc, il m'a raconté tout ça, on en a bien rigolé aussi sur le moment, mais avec le recul, pendant de longues années et à chaque fois que j'étais là-bas, j'ai souvent retrouvé des morceaux de tapisserie dans ou autour du lit, comme si je grattais le mur la nuit quand j'étais dans cette chambre. Comme si
j'étais possédé par quelqu'un qui voulait sortir. Ah, et je précise vraiment que c'est le seul endroit où ça m'est arrivé. Je peux vous dire que quand j'étais tout seul là-bas après ça, j'étais pas bien. En plus, et pourtant je l'aime, hein, ma grand-mère qui avait Alzheimer avait des comportements hyper chelous. Elle se mettait au fond du couloir d'en bas dans le noir et restait là sans bouger. Et franchement, c'était flippant. Mais c'est pas de sa faute, elle était malade. Après, je pense que vous comprenez pourquoi c'était flippant. Ah, et petite dernière anecdote, histoire de bien terminer cette histoire de chambre hantée, c'est dans cette même pièce qu'un peu plus jeune, mon père m'a réveillé parce que je faisais un cauchemar et je lui ai demandé s'il pouvait faire partir les gens autour de mon lit. Mon père m'a raconté qu'il ne voyait personne et que moi j'insistais en lui montrant « Mais si, là et là, tu ne les vois pas ?» Sachant que, petite précision 100% vraie, j'ai un souvenir de ça. J'ai l'impression de voir des ombres autour de mon lit cette nuit-là. Voilà, je compte sur vous pour me dire si je suis possédé ou pas, ou si quelqu'un a une idée de ce qui a pu se passer dans cette chambre. Je ne crois pas du tout au paranormal de base, même si j'admets ne pas avoir la science infuse et accepter que ça pourrait exister. Après, c'est les seules choses étranges qui me soient arrivées dans ma vie. Mais c'est quand même bien flippant. Et je laisse maintenant la place à mon prochain collègue. Bisous, et merci encore à Ken. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci à Haken de m'accueillir sur cette vidéo un petit peu spéciale. J'espère que les vidéos qui vous ont été racontées jusqu'à maintenant vous ont plu et moi je vous propose de vous raconter l'histoire de Julie. À ce moment-là de sa vie, Julie, elle a une vie excellente. Elle a à peu près la vie dont on rêve tous. Vous savez, les images qu'on voit sur Instagram qui montrent un chalet avec un lac à côté, eh bien, elle a ça. En gros, elle vit au Canada avec son fiancé, ils ont un petit chalet au bord d'un lac et c'est juste incroyable. Ils sont entourés par la nature, que ce soit une forêt ou une prairie, et vraiment, c'est l'endroit de rêve. Je suis pas certain qu'il y ait un endroit plus apaisant que ça sur Terre, mais si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et surtout, notre amie Julie, elle nous donne un détail concernant ce lieu, c'est qu'il n'y a pas de voisins. C'est super calme, vraiment, elle entend à peine des voitures qui passent sur la route qui est juste derrière, mais vraiment, elle n'entend rien. Et vous allez voir que ce calme, il va être un petit peu perturbé. Un fameux jour, Julie est tranquillement dans sa maison lorsqu'elle propose à son copain d'aller faire une promenade. Parce que chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait le couple a un chien. Je ne vous apprends rien, lorsque vous avez un chien, il faut le sortir pour qu'il prenne un petit peu l'air et qu'il aille faire ses besoins, enfin bref. Je vous épargne les détails, mais voilà, il faut le sortir. Et ce fameux jour, Julie, elle propose justement à son copain d'aller promener le chien. Celui-ci, c'est un petit peu un glandu, il est en train de jouer à des jeux vidéo sur son ordinateur. Il dit, écoute, aujourd'hui j'ai pas trop envie, est-ce que tu peux t'en charger? En temps normal, Julie, elle l'aurait un petit peu embrouillé, mais là, elle a pas la force. Elle prend son chien et les deux sortent de la maison. Elle nous raconte que chaque jour, elle fait à peu près le même chemin. En gros, elle sort de la maison, elle passe par un petit pont. Ensuite, elle arrive au bord du lac, elle le longe et ensuite, elle repart par la forêt. Aujourd'hui, elle suit exactement le même trajet, elle sort de la maison, elle fait quelques minutes de marche avec son chien lorsqu'elle arrive au bord de ce fameux lac. Là, elle nous explique qu'elle passe beaucoup de temps avec son chien parce que celui-ci, il est vraiment super heureux, il va dans l'eau, il nage, etc. Elle lui lance des bâtons, il est refait et vraiment, elle nous raconte qu'à ce moment-là, elle se dit « mais j'ai une vie de rêve. J'ai tout, j'ai une belle maison, j'ai un bel endroit où je vis, j'ai un chien qui est adorable, j'ai un copain qui est parfois un petit peu bizarre, un petit peu chiant, mais je l'aime. Elle a un emploi qui lui permet d'avoir une vie confortable, donc franchement, elle ne voit pas de problème à sa vie. Et c'est dans ces moments-là qu'elle se rend compte à quel point elle est chanceuse, parce qu'effectivement, dans la vie, on n'est pas forcément tous égaux par rapport à ça. Et quand elle est au bord de l'eau avec son chien, là, elle en prend conscience. Bref, au bout d'une heure à jouer avec son chien, elle nous raconte qu'elle continue la promenade, lorsqu'à un moment, elle aperçoit quelque chose dans l'eau qui est un petit peu plus loin. Bon, bah là, elle n'arrive pas à voir de quoi il s'agit parce que c'est beaucoup trop loin. Elle nous raconte qu'elle continue de marcher, mais plus Julie et son chien s'avancent, plus celle-ci remarque que c'est une forme qui ne lui est pas inconnue. Effectivement, à force de s'approcher, Julie remarque très vite que la chose qui est dans le lac, c'est pas un bout de bois, c'est un humain. Dans sa tête, à ce moment-là, il y a deux choses qui lui viennent à l'esprit, c'est de se dire, est-ce que c'est une personne qui est inconsciente ou alors est-ce que c'est juste une personne qui s'amuse à faire la planche et qui passe du bon temps? À ce moment-là, elle court en direction de la forme, son chien la suit en courant, elle s'en approche et là, il n'y a pas besoin d'avoir un grand doctorat pour savoir que la personne est inconsciente et pire, elle est décédée. Là, Julie, elle est pas bien du tout, elle nous raconte qu'elle a du mal à garder ses émotions, il y a des larmes qui coulent, mais elle a un excellent réflexe, c'est de saisir son téléphone et d'appeler immédiatement le numéro d'urgence pour appeler une ambulance. Une fois le téléphone raccroché, elle nous raconte qu'elle est complètement en train de paniquer, jusqu'au moment où elle entend une voiture qui arrive au loin. Alors là, c'est super bizarre, parce que déjà de 1, le sentier n'est pas du tout adapté pour une voiture, et de 2, il y a jamais personne qui passe par là avec un véhicule. À ce moment-là, elle nous raconte qu'elle va faire une action que même elle n'a pas décidé, c'est comme si c'était son inconscient qui lui avait dit « pars en courant » et c'est exactement ce qu'elle a fait. Au moment où elle a entendu la voiture arriver sur ce sentier,
elle est partie se cacher derrière un arbre dans la forêt. Et heureusement que son chien est super bien éduqué et qu'il a appris un petit peu les tours de base, parce que là, il la suit, et s'il ne l'avait pas fait, je pense que ça aurait tout fait capoter. Une fois qu'elle est cachée derrière l'arbre, elle nous raconte qu'elle regarde un petit peu la scène, là où il y avait le cadavre, pour voir à qui appartient cette camionnette, qui sont les gens à l'intérieur, et surtout, ce qu'ils vont faire. À un moment, arrivé à la hauteur du cadavre, la camionnette s'arrête. Quelques secondes plus tard, 2 hommes en sortent, et là, notre amie Julie, elle comprend immédiatement qu'il y a un truc qui est en train de se préparer, parce que ces personnes, elles sont pas habillées comme vous et moi, elles ont une cagoule. Et généralement, quand on a une cagoule dans ce genre de situation, c'est pas pour faire du ski. Et Julie va très vite s'en rendre compte lorsqu'elle voit qu'une des personnes saisit le cadavre, l'autre ouvre la porte arrière de la voiture et il lance celui-ci à l'intérieur. Une fois que la personne décédée est dans le coffre, les 2 personnes avec les cagoules remontent dans le véhicule et elles partent très très vite. Julie, elle est complètement sur le cul, elle ne sait juste pas quoi faire à ce moment-là. Elle vient d'assister à un enlèvement de cadavre, enfin c'est assez particulier. Et elle se dit, il faut que je reste là jusqu'à que l'ambulance arrive pour leur expliquer ce qui vient de se passer. Mais à ce moment-là, elle n'a pas le réflexe, notre amie, d'appeler la police pour les avertir de ce qui vient de se passer. Plusieurs minutes plus tard, l'ambulance arrive sur les lieux. Julie s'approche d'elle complètement paniquée. Elle dit aux ambulanciers, écoutez, je rigole pas, je viens d'assister à un enlèvement de cadavre, il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, je sais juste que les personnes ont embarqué la personne décédée, elles l'ont mise dans le coffre et elles se sont tirées. Et je suis certaine que c'était pas un service de pompe funèbre ou quoi qui venait chercher le cadavre, pas du tout, c'était bel et bien un enlèvement. Et c'était bel et bien des gens qui avaient probablement quelque chose à se reprocher. Les ambulanciers, lorsqu'ils entendent ça, ils n'en croient pas leurs oreilles, ils décident de prendre le téléphone, d'appeler la police pour leur dire écoutez les gars, il faut absolument intervenir et retrouver cette camionnette. Malheureusement, Julie n'a pas relevé la plaque d'immatriculation, ça aurait pu aider fortement l'enquête. Et elle nous explique qu'à partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais entendu parler de cette histoire. Malheureusement, les ambulanciers sont venus un petit peu pour rien. Julie ne peut pas les aider plus que ça, elle leur a donné quelques détails sur les personnes avec les cagoules, mais pas grand-chose. Elle finit sa promenade, elle rentre chez elle et là, elle explique tout à son mari. Finalement, les 2 amoureux passent une soirée assez particulière parce qu'il y a vraiment ce sentiment de se dire mais à quoi je viens d'assister? Vraiment, c'était une scène complètement irréaliste et Julie, elle a un petit peu du mal à s'en remettre. À partir de ce jour-là, Julie nous raconte qu'elle n'a plus jamais entendu parler de cette affaire. Et le jour où elle a appelé le commissariat pour prendre un petit peu des nouvelles pour savoir si l'affaire avait avancé, eh bien, ceux-ci ont essayé de l'étouffer un petit peu. Dans le sens, ils ont tourné autour du pot, ils n'ont pas vraiment dit de quoi il s'agissait, etc. Et la sensation que Julie elle a, c'est que la police veut faire oublier cette affaire. Pourquoi? Ça, on n'en a aucune idée. Maintenant, libre à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo d'Haken pour me dire vraiment, moi je pense que c'est ci ou ça. Je vous avoue que je suis un petit peu mitigé, pour moi ça ressemble à une sorte de règlement de compte avec des gens de la police impliqués, enfin, c'est assez bizarre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fera super plaisir de vous lire. Voilà, j'espère que cette histoire rentre bien dans le cadre de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, un très grand merci à Haken de m'avoir accueilli sur sa chaîne, et maintenant je vous laisse avec les prochaines histoires. A très vite, c'était Melvin, ciao. Pour cette dernière histoire, nous allons suivre le témoignage de Barry. Un soir, vers 22 h à peu près, Barry est allé à sa salle de sport parce qu'il avait travaillé toute la journée et l'opportunité pour lui, c'est que sa salle de sport était ouverte même la nuit. Il a fait sa petite session de sport tranquillement, comme il avait l'habitude de le faire, et à un moment donné, quelqu'un est sorti un peu de nulle part, mais ça l'a pas surpris plus que ça. Un homme qui a commencé la conversation avec lui en lui demandant ce qu'il faisait après son sport. Barry a bien entendu ce que l'homme a demandé, mais il a trouvé cette question un peu bizarre, donc il a décidé de faire comme si il ne l'entendait pas, sachant qu'il avait ses écouteurs avec de la musique. Sauf que pendant quelques temps, cet homme a insisté et a répété sa question, sauf qu'au bout d'un moment, il est finalement parti. Après sa session, Barry est allé dans les vestiaires pour se changer, récupérer ses clés de voiture, se mater un petit peu dans le miroir, et dès qu'il est rentré dans le vestiaire, il a vu qu'il y avait le même homme qui lui a posé la question de ce qu'il faisait après, assis sur un banc, et qui l'observait attentivement, il regardait ses moindres faits et gestes. Avant de partir, Barry se dit qu'il va passer aux toilettes, il prend donc ses affaires et va dans les toilettes et il remarque que l'homme le suit. Dans les toilettes de base, il comptait utiliser l'urinoir, mais voyant que cet homme semble lui vouloir quelque chose qui est assez étrange, eh bien Barry se rabat sur une cabine pour être dans son intimité. En quittant les toilettes, Barry remarque que l'homme attend au niveau des urinoirs. Notre ami décide donc de quitter les toilettes et de rentrer chez lui, il quitte la salle de sport. Sauf que
de nouveau, l'homme suit Barry au travers de la salle de sport pendant son parcours pour sortir, et de nouveau il entame la conversation en lui demandant ce qu'il fait après. Il lui demande également comment il s'appelle, et cette fois-ci Barry ne peut pas faire comme s'il ne l'entendait pas parce qu'il avait enlevé ses écouteurs, donc il décide de répondre et il dit « Désolé mec, je suis pas intéressé ». Et rapidement, il part, loin. Il met des distances et il s'en va. On avance d'une semaine dans le temps. Un peu comme le moment que je vous ai raconté, Barry avait travaillé toute la journée, donc il est allé à sa salle de sport le soir. Tout était normal, il a fait sa séance, il a même croisé des connaissances, et il a revu l'homme qui l'avait mis mal à l'aise, adossé contre un mur et qui le regardait. C'est quelque chose qui met toujours Barry très mal à l'aise. L'homme le regarde faire ses exercices, donc voulant se sentir un peu plus en sécurité, Barry décide de rester avec les connaissances qu'il avait croisées. Quand ces connaissances ont quitté la salle de sport, l'homme semblait être parti aussi car Barry ne le voyait plus. Donc là, notre ami se sentait un peu plus en sécurité. Il a fini sa séance et il a rassemblé ses affaires pour partir aux alentours des 23h30. Bien que l'homme n'était plus là, Barry y pensait quand même toujours. C'était quelque chose qui ne le mettait pas à l'aise, il se faisait plein de scénarios différents dans sa tête qui n'étaient pas forcément très réjouissants. En plus, son téléphone n'avait plus de batterie parce qu'il avait tout consommé en écoutant sa musique, donc il se disait s'il m'arrive un problème, je suis un peu foutu. Et quelque chose va s'ajouter à cela, c'est qu'en arrivant sur le parking de la salle de sport, au niveau de sa voiture, il remarque qu'il y a quelque chose. Il remarque qu'il y a une rose bloquée au niveau de la poignée de la portière côté conducteur. Paniqué, Barry est retourné dans la salle de sport, il a demandé de l'aide au personnel de la salle parce qu'il ne se sentait pas en sécurité, il a raconté un peu ce qui s'était passé. Il a été accompagné de nouveau à sa voiture, il a retiré la rose et il est rentré chez lui. On avance encore de quelques jours. Encore une fois, Barry est à sa salle de sport, il a une séance normale, il n'a pas revu l'homme, en tout cas jusqu'à ce qu'il décide de partir. En retournant à sa voiture, il remarque que l'homme était déjà là, garé, et juste à côté du véhicule de Barry. L'homme, voyant Barry, est sorti de son véhicule et lui a posé les mêmes questions, ce qu'il fait plus tard, comment il s'appelle. Barry, sans lui répondre, est parti et il ne comprend pas en fait pourquoi cet homme est aussi insistant alors qu'il lui a déjà dit qu'il n'était pas intéressé et qu'il ne voulait pas lui parler. Plusieurs fois, il en a parlé au personnel de la salle de sport et le personnel dit que cet homme, ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas qui c'est, mais il suppose que c'est juste quelqu'un qui essaye d'être gentil. Barry, lui, est très inquiet parce que il a déjà retrouvé plusieurs fois des roses sur son véhicule. Il l'a déjà retrouvé au niveau de la poignée de la portière, il en a retrouvé sur le pare-brise. Il a même retrouvé une sorte de corde enroulée autour de la poignée de sa voiture. Et récemment, Barry s'est rendu compte que cet homme avait réussi à l'ajouter sur Snapchat. Il ne sait pas vraiment comment il a eu son nom. Après, il me semble que sur Snapchat, tu peux ajouter des personnes qui se trouvent proches de toi. Donc c'est peut-être comme ça. Quoi qu'il en soit, on peut être sûr que Barry, en fait, là, vit les débuts d'une histoire de stalker. Comment elle va évoluer ? Je ne sais pas, j'espère que ça va bien évoluer et que l'homme va partir. Après, ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que là, on a le point de vue d'un homme concernant cette situation, mais il me semble, de par ce que j'ai pu voir notamment dans des témoignages que des abonnés m'ont envoyé, que c'est le genre de situation qui arrive à des femmes vraiment régulièrement. Et de voir que déjà un homme, ça le met extrêmement mal à l'aise, quand c'est quelque chose qui arrive de manière entre guillemets anecdotique, j'ose pas imaginer pour une femme ce que ça doit être de vivre ce genre de situation régulièrement.